accueilli avec beaucoup de gentillesse. Je viens ici assez facilement parce que j'ai mes enfants qui sont dans le coin et ça ne me posait guère de problème. Ce qui me posait le problème le plus, c'est qu'actuellement, je suis soigné pour une leucémie et si j'étais amené à m'absenter pour aller aux toilettes, vous m'en donnerez l'absolution, j'espère, parce que c'est des médicaments qui brûlent l'intestin et qui brûlent la vessie. Voilà. Alors, vous parlez du transhumanisme. Le transhumanisme, je ne m'y suis pas intéressé tout de suite. J'étais un écrivain régionaliste, je suis président de la Société académique du Boulonnais où on publie des livres sur le Boulonnais. Alors, sous ma présidence, on a publié 61 livres, ce qui est pas mal. Bon, je me suis intéressé très tôt à tous les problèmes qui sont liés à la bioéthique, parce que je cherche à comprendre où va le monde et dans quelles conditions et pour aboutir à quoi. Parce qu'il s'est passé dans le domaine médical plus de choses dans les 10 dernières années ou dans les 20 dernières années que depuis l'origine de l'homme sur la Terre. Et tout ça, ça m'a amené à m'occuper de tous les problèmes de bioéthique. Et je publie, c'est la seule revue en Europe qui fasse ça, c'est une revue qui fait 120 pages ou 110 pages et qui traite tous les sujets d'actualité comme le cerveau, la drogue, l'homosexualité, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. J'ai fait paraître il y a 10 ans un livre, alors je vais me lever pour que vous puissiez voir, je suis un peu faible, vous voyez, ça s'appelle L'homme artificiel. Tout le monde voit. On voit, ça me donne aussi des tremblements. Bon, on voit une ombre là, comme ça, qui se projette sur le sol vers une fleur. Alors, ce personnage, qui est-il? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un homme robotisé ou un robot humanisé? Et qui s'avance. Et on se demande s'il va détruire la dernière chose, la dernière créature de Dieu, qui est cette fleur qui se trouve là. Alors, la conclusion de ce livre, il est épuisé depuis longtemps, hein. La conclusion de ce livre, c'était que le but actuellement de la science est que tous les problèmes qui se posent actuellement à la société sont donc subordonnés à ce but. Ce but, il est de détruire l'humanité. C'est tout simplement le but de Satan, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Alors quand j'ai dit que le but des savants actuellement, c'était de mettre le cerveau de l'homme sur un disque dur, tout le monde m'a dit, mais ce Dickens, il est complètement fou, où est-ce qu'il a été chercher ça? Tout simplement, par extrapolation, des recherches que je faisais par ailleurs. Et cette idée de mettre l'homme sur un disque dur, maintenant, elle est dit par exemple à une dame qui s'appelle Madame Rothblatt, ça s'écrit R-O-T-H-B-L-A-2-T. C'est l'américaine qui est payée le plus de toute l'Amérique. Elle est multimillionnaire. Bon. Eh bien, elle le dit, on va mettre l'homme sur une clé USB. Et alors, ce qui étonne, et ça vous montre qu'il y a un tout, c'est qu'elle est née Martine, et qu'elle s'appelle Martin, elle a eu 2 enfants, et après ça, elle a changé de sexe, et elle s'est mariée avec un homme. Vous voyez déjà le genre. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, toutes ces choses-là sont coordonnées, et je vais essayer de vous montrer tout cela dans l'homme artificiel. J'expliquais déjà, je parlais de la PMA, du diagnostic préimplantatoire, et je disais que ça avait déjà un but qui était de transformer l'homme en un robot ou de transformer les robots en un homme. C'est une espèce d'alternative. Alors ce que je vous dis, il y a maintenant des gens qui l'ont dit ensuite, parce qu'ils ont réfléchi un peu comme j'avais pu le faire.
Un homme comme Lévi-Strauss, qui est un philosophe très connu, il a dit « Le monde est né sans l'homme et il a tous les risques de terminer sans lui ». Vous avez tous entendu parler de Stephen Hawking, qui est mort il y a quelques mois, qui était le plus grand savant de son époque, indiscutablement. C'était un génie, il était atteint d'une maladie du système nerveux et il avait mis au point un fauteuil qui se déplaçait. Et Stephen Hawking a dit deux choses. Il a dit « Quand le cerveau humain sera mis sur disque dur, ce sera le plus grand événement de l'histoire humaine, mais je crains que ça ne soit le dernier. » Donc ce n'est pas Jean-Pierre Dickès, né à Boulogne-sur-Mer, qui vous parle, mais le plus grand savant que l'époque actuelle ait connu. Il a dit aussi une autre déclaration, il est plutôt connu pour cette déclaration-là. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Ah oui, c'est vrai, c'est formidable, Internet, c'est extraordinaire, intelligence artificielle, on en reparlera. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Ah. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Alors, vous allez dire, c'est presque un prophète, parce qu'on a créé une intelligence artificielle qui est entrée en contact avec une autre intelligence artificielle et qui se sont créés un langage propre que les hommes ne pouvaient pas décrypter. Donc on est dans la situation progressivement de Hawking. Une fois que les hommes auraient développé une intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule. Alors ça y est, on y est, là. Alors vous savez que la plupart de vos informations, ne vous faites pas d'illusions, elles sont toutes truquées, ou quasiment toutes. Les médias en font ce qu'ils veulent. Et ils veulent prendre une direction précise que j'expliquerai au fur et à mesure de mon exposé. Et le professeur Testard, on dit toujours c'est Friedman qui a fait la première fécondation in vitro, la première PMA, comme on dit maintenant, procréation médicalement assistée. C'est pas lui qui l'a fait. On vous le présente à la radio comme étant l'auteur. C'est pas lui, c'est un dénommé Testard. Et Testard a réfléchi à la découverte. Alors, il a fait l'accouchement. Ma femme l'a connu quand elle a fait ses études de sage-femme. Elle l'a connu, il était chef de clinique. Maintenant, il est adulé par tous les postes. Dès qu'on parle de choses d'éthique, on s'adresse à Friedman, qui est un esprit extrêmement souple, mais très, très pervers. Et Testard a fait un espèce de retour sur sa découverte. Et voilà ce qu'il écrit, il a un site, d'ailleurs un blog. Modifier la nature humaine, mais de quel droit? Il pose la question. Car le transhumanisme propose au final la fin de l'humanité. Il avait dû lire Jean-Pierre Dickès, sans doute. Bon. Alors voilà la situation, et on va essayer d'aller ensemble sur cette voie pour vous expliquer ce qu'est le transhumanisme. D'abord, le mot de transhumanisme est suffisamment clair. Quand vous dites « je prends un transport », ça veut dire que je vais d'un port à un autre port. Quand je dis un transgenre, ça veut dire que je suis d'un sexe et que je veux avoir un autre sexe. Quand je dis transhumanité, ça veut dire que nous allons partir d'une humanité pour arriver à une autre humanité. C'est clair et c'est simple, c'est dans le mot. C'est dans le mot et ça devrait même suffire. Alors, le grand chantre du transhumanisme en France, c'est un dénommé Laurent Alexandre, que l'on voit à peu près partout, qui fait des conférences bien plus que moi,
qui est très motivé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il a monté en Belgique un laboratoire de génétique qui permet de décrypter le génome. Parce qu'en France, seule la hiérarchie juridique ou médicale peuvent demander un génome. Mais si vous voulez le faire, vous tapez sur Internet et vous pouvez avoir une reconnaissance en paternité, par exemple. Ça va vous coûter 200 ou 300 €. Si vous voulez un génome approfondi qui vous dise que vous avez une tendance à l'alcoolisme ou au diabète, il faut compter 700 800 €. Et le but, le précédent président de la République américaine voudrait que tous les hommes aient leur génome qui soit inscrit sous leur peau, sous la forme d'une puce informatique. Il faut comprendre que les progrès que l'on obtient actuellement dans ce domaine-là, dans le domaine de l'informatique, sont dirigés par la loi de Moore. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ce mot-là? Le Moore, ça s'écrit M-O-O-R-E. Voilà, il y en a un. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à me le poser, à condition que vous ne fassiez pas un exposé à ma place. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous dites « je comprends pas » et puis je répondrai. Bon. La loi de Moore dit que tout ce qui est informatique, informatisé, et ça revient. Cette clinique, il nous avait emmené, il a dit le cerveau de oui, c'est un peu fort, oui. Le cerveau de ma clinique nous a emmené dans une pièce, c'était un gigantesque meuble qu'il y avait là. Et puis maintenant, ce meuble, on pourrait même pas a tellement peu de puissance informatique que plus personne n'en voudrait. Enfin, vous n'avez pas de clé qui porte aussi peu de puissance. Et ça continue. Et la question est de savoir, c'est que nous sommes dans le domaine physico-chimique, et il arrive un moment où la miniaturisation est telle que il peut y avoir des frottements d'électrons ou des choses comme ça. Mais là, actuellement, on est en train de passer dans le quantique, qui est plus petit que 10 millionièmes de milligrammes ou de centimètres, ou de millimètres, ouais, un truc absolument infime, et on ne peut plus l'expérimenter en chimie ni en physique. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, et actuellement on s'échine à passer cette barrière du quantique, et on nous annonce qu'on va avoir bientôt tous vos téléphones seront obsolètes parce que vous allez avoir des téléphones qui ont des puissances 1000 fois ou 10 000 fois celles que vous avez. Mais on n'y est pas encore. Hein. Bon. Alors, comment ça avance, ça ça avance par la transgression, par la transgression de l'ordre naturel. Dès qu'il y a quelque chose qui vous choque, vous dites, mais ça me plaît pas beaucoup. Tiens, il y a une loi. Ah, puis ce qu'on va faire, ah oui, on va mettre des micropuces dans la tête des gens. Ça va pas. Bon, vous avez instinctivement senti que c'était le mal. Et qu'est-ce qui est derrière le mal? C'est Satan. Et quel est le but de Satan? C'est de détruire la construction qu'a fait Dieu au travers de l'homme. C'est très simple, hein. C'est très clair. Je le dis tout de suite, je l'annonce sans me gêner. Alors, le gros problème de la micro-informatique, c'est le suivant.
et c'est peut-être le mal qui le porte et qui le détruira, c'est l'interface. C'est-à-dire que tout poste informatique peut entrer en interface avec un autre poste informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à hacker, comme on dit, pirater 80 hôpitaux en France, dont celui de Boulogne. Ça veut dire que l'Amérique a été privée d'électricité pour moitié pendant un certain temps. C'est des choses comme ça. Qu'on a pu pirater des milliers de dossiers médicaux, des milliers de données de Facebook. Alors Facebook, il n'y a rien de plus dangereux que ça, Facebook, parce qu'on se livre et les données que vous avez laissées, si vous avez dit une imbécilité, il y a quelqu'un qui un jour peut les reprendre et les retourner contre vous. Et pour l'éternité, prenez bien compte de ça. Hein. Alors il y a eu cette chanteuse là qui s'est fait blackbouler dans un concours de chant qui s'appelait The Voice, ça veut dire la voix. C'est la manie d'utiliser les anglicismes. Moi j'ai horreur de ça alors que je parle couramment anglais, que j'ai fait des conférences en anglais à Singapour et aux Philippines. Alors je n'aime pas les anglicismes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai horreur de ça. Bon. Comment? Oui. Alors The Voice, elle s'est fait coincer parce que elle a envoyé des tweets qui montraient qu'elle avait des attaches djihadistes et elle était obligée de se défausser. Elle a dit mieux vaut que j'y aille pas parce que c'est même pas la peine. Tout le monde va me barrer et puis voilà. C'est le revers de l'informatique. Encore, il n'y a pas de semaine où on apprend des trucs comme ça. Les informations de 200 000 personnes ont été piquées dans Facebook, les tweets, etc. Bon, ça, vous êtes au courant de ça. C'est le gros problème des banques, de la sécurité des banques. C'est un très, très gros problème. Alors, L'idée, je ne vais pas remonter à Platon, bien que la philosophie m'intéresse beaucoup, et que le livre que je vous ai montré, L'homme artificiel, la partie philosophique a été écrite par ma fille, qui est docteur en philosophie. Alors, je ne remonterai pas à Platon, ça nous a mené un petit peu loin, je ne peux pas faire un cours de philosophie, mais sachez que ces idées existaient déjà au milieu du XVIIIe siècle. En 1741, il y avait un philosophe, dit les philosophes pré-révolutionnaires, qui s'appelait Onfray de la Métrie, 1747. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'homme-machine. C'est tout un programme. Ça veut dire que l'homme n'est qu'une machine, elle n'a pas d'âme et elle n'a pas d'esprit. Vous voyez ? Donc, on reste dans cette perspective-là de transformer les hommes en une machine qui n'ont plus d'esprit, c'est-à-dire qui ne réfléchissent plus, et qui n'ont pas d'âme. Pour les chrétiens, ça, l'âme, c'est celle qui nous donne l'éternité auprès de Dieu. Alors, c'est donc pas une idée nouvelle. Après, on est entré dans l'univers des scientistes du début du XXe siècle, qui voyaient, avec l'arrivée du chemin de fer, se développer toute une science, et ils pensaient qu'ils allaient devenir Dieu. Alors, ce qui caractérise tous les transhumanistes, et ces gens-là, c'est le refus de ce qui s'appelle la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous. On ne s'intéresse qu'à la matière. Vous voyez, c'est très simple. On croit même avoir localisé l'endroit de la conscience. Il y a un dénommé Edelman qui a dit c'est arrivé à tel moment de l'évolution. Or, l'évolution, si j'ai le temps de vous en parler, vient d'exploser littéralement. Dans le système d'évolution darwinienne, l'évolution se passe selon les règles du hasard et de la nécessité sur les 4 derniers milliards d'années.
Or, il y a 2 savants qui, par la génétique, viennent de prouver que tous les hommes et toutes les espèces étaient arrivés entre 100 000 et 200 000 ans. Et je veux dire, c'est pas des... Bon, il y en a un qui dépend de l'université Rockefeller, l'autre de l'université de Bâle. Ils ont étudié 100 000 espèces avec l'aide d'à peu près tous les chercheurs du monde. Si vous me posez une question, je vous donnerai des détails. Alors, les transhumanistes, leur but, c'est d'arriver à l'homme artificiel, comme je le disais, et leur porte-parole, c'est un dénommé Alexandre qui fait des conférences et qui a cette entreprise de génétique, et il voudrait que ça marche. Et ce qu'il voudrait, c'est que tous les Français aient leur génome à l'avant-bras dans une petite puce, et c'est lui qui en profiterait le premier, parce qu'il est juste à la frontière avec la Belgique, vous voyez. Alors pour beaucoup de gens, le transhumanisme, c'est la grande finance, la finance vagabonde et anonyme. Alors cette finance, elle est représentée actuellement par ce qu'on appelle les GAFA. Bon. Alors, les GAFA, c'est Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. En regardant mes notes, parce que la conférence, je la fais déjà depuis un certain temps, j'ai vu que Amazon, les deux A des GAFA, on rajoute le M maintenant avec Microsoft, les GAFA avaient fait 65 millions de plus-value boursière en une journée. Il y a un article du Figaro qui est paru, qui était très très intéressant et très bien documenté, qui expliquait que les deux A, Amazon et Apple, avaient fait 1000 milliards de profits en bourse. 1000 milliards. Et si on a dit en un an, l'année dernière, 1000 milliards, alors pour vous, ça représente rien, et pour moi non plus, parce que c'est tellement immense. Bon. Et toutes les GAFA avaient rassemblé, cumulé en bourse 4500 milliards de dollars. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai comme point de comparaison ? Savez-vous à combien se monte le budget de la France ? Tout le budget de la France, 360 milliards. Alors vous pensez bien que nos 360 milliards, à côté on ne sait même pas la fortune de ces... À côté de une année de profit bancaire des GAFA, 4500, vous voyez l'ordre de grandeur. Et plus tard était paru d'ailleurs un autre article en disant, mais les dirigeants du monde, c'est pas Trump, c'est pas Hollande ou Macron, c'est des seconds couteaux, bon, qui sont là pour faire ce qu'on leur dit. Voilà, on pense que ces gens ont un pouvoir réel, mais ça ne sont que des serviteurs maléfiques. Bien, alors cet homme artificiel, ces robots, l'hypothèse de dire on va mettre un cerveau humain ou un cerveau animal dans un robot. Il y a un site qui s'appelle Worm Project, Human Brain Project. Et si vous êtes doué en informatique, c'est un ver qui a un génome proche de l'homme, qui s'appelle Caenorhabditis elegans, et ils ont réussi alors il y a le mot de open projects, Worm Open Project. Excusez-moi, mais c'est les médicaments qui me donnent des pertes de mémoire. Alors, Open Worm Project, ça veut dire le projet ouvert sur le verre.
Il s'agit d'un ver, donc Caenorhabditis elegans, et ils ont réussi à créer une vitalité à ce ver. Vous pouvez y participer, vous tapez, et puis si vous avez des connaissances, vous pouvez améliorer. Et ce ver se comporte actuellement comme un ver normal, alors que c'est une structure entièrement artificielle. Il bouge, il se déplace, il va pour s'alimenter, etc. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est se reproduire. Parce qu'on n'a pas encore vu pour le moment de robots se reproduire. Mais je crois que ça ne saurait tarder. Non. Oui, mais beaucoup plus petit. Voilà, plus petit. Alors, Caenorhabditis elegans, voilà. On apprend, les dernières découvertes nous montrent qu'entre les espèces humaines, entre les hommes et les espèces animales, il y a des degrés qui sont très, 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 très faibles, mais par contre, les espèces ne sont pas communicantes entre elles. C'est-à-dire que faire un homme-porc, c'est pratiquement impossible. Vous voyez ? Et ça va contre la théorie de l'évolution qui disait que les espèces évoluaient comme ça pour arriver. Darwin avait fait un arbre comme ça. Eh ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elles sont parfaitement étanches. Et c'est sur une toute petite variation que se fait ce que nous sommes. Quant à la variation des races, par exemple, on la connaît même pas. Pourquoi il y a des hommes qui deviennent homosexuels, on ne le sait pas. Vous voyez bon. Alors, l'ADN, maintenant, il y a des machines qui peuvent l'étudier très facilement pour peu d'argent, mais il y a une machine qui est 100 000 fois plus puissante que celle qui vous permet de faire votre génome en Belgique. Parce que vous n'avez pas le droit de le faire en France. Il n'y a que les médecins et les juges qui peuvent demander ça. Bon. Le père du transhumanisme, c'est un Américain qui s'appelle Kurzweil, et il a la prétention de faire ressusciter son père, son propre père, à partir de l'ADN. De l'ADN, vous en trouvez partout. Vous en trouvez, c'est microscopique, vous en trouvez dans des squelettes de dinosaures, comme vous en trouvez dans des squelettes humains de l'époque contemporaine. On en trouve toujours, c'est minuscule, et il y a une partie de la cellule qui est particulièrement précieuse. Une cellule, c'est fait d'un noyau avec les chromosomes qui sont formés des filaments d'ADN. Les filaments d'ADN sont très très longs. Dans tout un corps moyen, il y a l'équivalent en ADN, si on les met en ligne comme ça, c'est un fil, de quoi aller plusieurs fois de la Terre à la Lune, pour un bonhomme. Bon, moi qui suis plus gros, c'est la Terre au Soleil, vous voyez. Bon, alors les filaments d'ADN sont formés d'acides aminés, il y en a 4, et une toute petite variation, alors c'est adénine, cytosine, guanine et tyrosine. Il suffit qu'il y ait une seule de ces lettres qui soit dérangée, qui peut très très bien tuer un homme. On ne sait pas, ça peut emmener des désordres, on va y arriver à ça tout à l'heure. Bon. Alors, Kurzweil, le pape du transhumanisme, il annonce la couleur. Il dit, nous sommes une religion, et il dit, nous serons comme des dieux. Alors, ça vous rappelle quoi, ça ? Ça vous rappelle la Bible. Vous serez comme des dieux. Voilà. Et il le dit, nous serons des dieux. Bon. Alors, le cardinal Ratzinger avait écrit en 2005, avant d'être pape, un livre qui s'appelle « L'Europe, les fondements d'aujourd'hui et de demain ». Et j'ai retenu une citation qui est intéressante, que vous allez bien écouter. « L'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, mais produit rationnellement. Ainsi, l'homme dispose de l'homme comme d'un produit. »
Vous êtes tous des produits. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des produits. Se trouvent écartés les exemplaires imparfaits en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et à la production. Eh bien, c'est le programme le pape dénonce le programme en 2005 de ce qui sera le transhumanisme. Alors, ne vous y trompez pas, c'est solennel ce que je vous dis, c'est solennel. Le transhumanisme, c'est un loup déguisé en agneau. Pourquoi il est déguisé en agneau? Parce que, voilà ce que vous disent les transhumanismes, nous allons guérir toutes les maladies. Nous vous promettons l'immortalité. Bon, moi l'immortalité, je crois que ça serait un peu long pour moi. Mais si on pouvait demain me guérir de ma leucémie, j'en serais très content. Vous voyez ? Et si vous avez des rhumatismes et qu'on vous dit on va vous guérir des rhumatismes, vous en serez très content. Alors c'est ça que disent les transhumanismes. Et nous sommes les petits chaperons rouges du transhumanisme. Parce que cette force terrible des GAFA, on les appelle les BIC, nanotechnologie, biotechnique, informatique et sciences cognitives. Ce sont leurs axes de développement. Alors, nanotechnologie, on en parle beaucoup avec les microparticules, mais c'est aussi l'ADN ou des choses comme ça. Les biotechniques, c'est essentiellement le développement des cellules souches, on en reparlera. L'informatique, je vous en ai parlé. Et les sciences cognitives ont deux branches, c'est la connaissance du cerveau et la robotique, c'est-à-dire le développement des robots. Alors, il est évident que Poutine a fait une déclaration tout à fait lucide là-dessus. Il a dit « Celui qui prendra la tête dans ce domaine-là deviendra le maître du monde ». Alors, on va aller assez vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et si je suis trop long, mon ami Hubert me dira « Arrête de parler, t'as trop parlé ». Quand j'ai commencé à étudier ça, je l'ai vu de manière extrêmement pessimiste. Et je me suis dit, aïe, 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 ça va être terrible pour nous. Et puis, après, je me suis dit, mais il doit y avoir des failles dans le système. Et ces failles, je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Dans le meilleur des mondes, alors en matière de biotechnique, en matière, quand vous lisez Le meilleur des mondes, de Aldous Huxley, ça commence par ça, un homme qui arrive dans une pièce et il y a des tubes à essai, des éprouvettes, des couveuses, et dedans, on développe un être humain. C'est l'ectogénèse, le développement en dehors du corps humain. Alors, Madame Agazinski, qui est la femme de Jospin, qui avait été reçue, je crois que ça s'était appelé la commission Michel, je pense, qui auditionnait tous les gens qui avaient quelque chose à dire sur la question de l'homosexualité. Et elle était très opposée à l'homosexualité. Et dans le cours de la discussion, à un moment, elle s'est un peu énervée et ses contradicteurs qui étaient là ont dit « Mais de toute façon, bientôt, on développera l'humain en dehors du corps de la femme et on n'aura plus de problème de sexualité. » C'est quelque chose comme ça. Alors elle s'est levée en disant « Vous êtes complètement fous » et elle a claqué la porte. Et elle avait raison. Et j'ai compris, parce que j'y ai cru à l'ectogénèse. Et maintenant, je n'y crois plus. Il y a une dame qui s'appelait Madame Liu, L-I-U, une chinoise qui travaillait à l'université de Cornell, ça s'écrit avec 2 L, qui est à côté de New York. Et elle travaillait sur l'ectogénèse. Elle a essayé de développer des animaux en dehors du sein maternel. Alors là, c'était la chèvre surtout. Bon,
elle n'a pas eu le droit, quand elle a voulu expérimenter sur les hommes, Reagan a fait casser son laboratoire par le FBI parce que travailler sur l'embryon était interdit. Et c'est d'ailleurs toujours interdit dans la Convention internationale d'Oviedo, auquel Péchanski, qui est le conseiller médical de l'AFM qui lutte contre la myopathie. J'en parle parce que j'ai eu un enfant qui est mort de la myopathie et j'ai une fille qui a un enfant myopathe. Bon, donc je connais bien le problème. Péchanski, ça fait des années qu'il fait des expériences sur les embryons. Il a greffé des embryons dans la tête de Parkinsoniens. Ces gens sont morts dans des souffrances extrêmes. Bon, et il n'y a plus alors pourquoi les embryons? Parce que dans les embryons, il y a beaucoup de cellules souches qui sont dites totipotentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont capables de se transformer dans n'importe quel tissu de l'organisme, c'est-à-dire en poumon, en cœur, en cerveau, tout ce que vous voulez. Alors théoriquement, elles pourraient servir pour remplacer tous les tissus de l'organisme. Or, cette conception des choses a littéralement été abandonnée dans des circonstances qui vaillent la peine. Le seul tenant encore de cette philosophie, parce que je crois qu'arriver à ce niveau-là, c'est une philosophie, c'est le professeur Ménaché de Nantes qui injectait des morceaux d'embryon dans les coronaires des gens qui avaient fait un infarctus du myocarde. Et Ménaché a fini par reconnaître lui-même les conditions. Alors on nous a dit, alors ça c'est en première page des journaux, le professeur Ménaché, greffe de tissu embryonnaire, etc. Bon, et puis ces expériences-là, quand ça se casse la figure, c'est même pas un entrefilé dans les journaux médicaux. C'est pour ça que je vous dis qu'on vous ment. Vous comprenez? Parce que on vous présente une découverte et puis on dit c'est l'avenir, c'est ça, c'est inévitable, etc. Et puis quand ça s'effondre, c'est un petit filet dans un journal spécialisé. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai trouvé Ménaché de Nantes dire les conditions dans lesquelles nous produisons cette thérapie ne nous permettent pas à l'avenir d'amener les thérapies aux malades. Donc il reconnaît lui-même qu'il s'est trompé. Vous voyez? Bon. Alors Péchanski, pourquoi je parle de l'AFM? Péchanski est le conseiller médical de l'AFM et il a jamais, mon petit-fils est soigné exactement comme l'était mon fils qui est mort, il aurait 40 ans maintenant, il est mort à l'âge de 18 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mauvais conseiller, c'est un très mauvais conseiller et l'AFM a fait des recherches sur les embryonnaires qui sont complètement immorales et si vous avez de l'argent à donner, donnez-les à la mission que j'ai créée aux Philippines, Rosa Mystica, ça sera beaucoup plus utile que de le donner à l'AFM. C'est pas l'AFM qui trouvera la solution de la myopathie et qui empêchera mon petit-fils de mourir. Certainement pas. Si vous avez une œuvre de charité dont vous êtes sûr des dirigeants et que vous êtes sûr que ces dirigeants sont honnêtes. Nous, on ne se fait pas payer à la mission. Personne ne se fait payer. Ceux qui veulent venir, c'est à Mindanao, dans le sud de Mindanao. Ça s'appelle General Santos. Ils payent leur billet pour pouvoir soigner les plus pauvres. Vous voyez bien. Alors, je constitue c'est un petit aparté en quelque sorte. Il est vrai que les cellules souches, maintenant, elles ont fait un bond sensationnel par un japonais qui s'appelle Yamanaka. Yamanaka, écoutez ça parce qu'il y a quelquefois des très très belles phrases. Il disait, quand je vois un embryon, je ne peux pas m'empêcher que de voir le regard de mes filles. C'est extraordinaire. Il a dit, moi je trouverai le moyen de reproduire des cellules souches en me passant des embryons. Et il a réussi. Il a réussi en modifiant très légèrement des cellules qui permettent l'horripilation. Quelqu'un sait ce que c'est que l'horripilation?
c'est le poil qui se dresse quand on a froid ou quand on a peur. Voilà. Alors, quand on dit celui-là, il m'horripile, voilà. Alors, il les a modifiés et on s'est aperçu que ces cellules étaient multipotentes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient remplacer n'importe quel tissu. Si bien que les chercheurs dans différentes spécialités se sont précipités et que ça a été la mort de la, si je puis dire, de la recherche sur les embryons dans le domaine des cellules souches, tout du moins. Alors ces cellules souches, elles ont déjà leur utilité. Par exemple, il y a la rétinite pigmentaire est guérie par les cellules souches. Maintenant, en matière d'orthopédie, on met des cellules souches. Quand on fait une greffe ou quand il y a des pertes de substances osseuses lors d'un accident, on met des cellules souches. C'est pas un truc magique, hein, c'est un truc qui est préparé à l'avance. C'est des cellules souches qui sont sous milieu stérile, on les met dedans comme si on mettait de la poudre ou un morceau d'os, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça a fait progresser énormément les sciences de la régénération, et c'est assez extraordinaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'Yamanaka a eu le prix Nobel il y a 6 ans. Il a eu le prix Nobel. Et il le méritait, je crois qu'il le méritait. Et tout de suite après, le lendemain où il a eu le prix Nobel, il y a eu un gars un autre japonais qui s'appelle Mikhail Kailov, qui a dit, eh bien moi, j'ai réussi à faire des spermatozoïdes et des ovules avec les cellules souches de mon confrère Yamanaka, Mikilori Saito. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, ça vous fait peut-être rien d'entendre ça. Mais qu'on ait pu faire des ovules et des spermatozoïdes, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de personne dans cette salle pour assurer la reproduction. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore osé ou il n'a pas eu l'autorisation de faire ce type de recherche. Mais c'est pour vous dire que ça progresse énormément. Il y a des Allemands, un Gnoblich, qui a réussi à faire des cellules cérébrales, vous voyez. Il y a un petit cœur, du sang au Japon. La société Callistem qui se trouve à Lyon, maintenant est capable de faire des spermatozoïdes. En Israël aussi. Bon, ça ouvre des perspectives absolument dantesques sur la reproduction. Vous êtes bien d'accord avec moi. Ces sciences de la reproduction ont progressé de manière considérable avec la PMA, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été découverte par Testar, et on fait déjà pas mal de choses. Alors sachez que la PMA, c'est pas une opération simple, contrairement à ce qu'on pense. On est obligé de gonfler le ventre de la femme, l'endormir pour prélever des ovules, les mettre face aux spermatozoïdes, suivre le développement avec une grosse loupe très, très puissante pour voir s'ils se développent facilement, et s'ils se développent correctement, les autres, on les met à la poubelle, on les met dans l'évier. C'est pour ça que Testar a complètement viré sa cutie, celui qui avait découvert la méthode de la PMA, parce que il s'est rendu compte que ça ouvrait droit la porte à l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection des espèces humaines. C'est-à-dire celui-là, on prélève une cellule, on étudie son ADN, il a des possibilités d'avoir un diabète. Allez à la poubelle. Vous voyez? Bon. Alors ça ne marche pas toujours très bien, c'est assez difficile, et beaucoup de femmes, alors ça a été une partie de mon métier, beaucoup de femmes renoncent parce que c'est vraiment un chemin qui est très difficile à suivre, il faut aller se déplacer dans un centre, etc. Et ça marche pas facilement. Mais en prenant une seule cellule, j'ai une émission Radio Courtoisie, une radio à Paris, et il y a un académicien qui s'appelle Van Heuvel,
qui était très axé sur la question de l'eugénisme. Et il dit, ben, évidemment, c'est la loi, c'est la porte grande ouverte, la PMA, à l'eugénisme, parce qu'on va prendre une cellule, on va l'examiner, on va examiner son ADN, on va dire, oui, celui-là, il va faire un infarctus du myocarde à 40 ans, et donc on va le mettre à la poubelle. Alors, avec l'étude de l'ADN, on fait des choses extraordinaires. Avec une cellule qu'on a retrouvée sur la tête d'Henri IV. C'est un révolutionnaire quand on a vidé les tombeaux des rois de France. Il y a le corps de Henri IV était pas trop pourri, alors il a emmené la tête, puis il l'a revendu à un Anglais, puis l'Anglais l'a gardé, et finalement c'est revenu sur le marché français. Mais c'était à vendre à une somme tellement hallucinante qu'il fallait bien être sûr que c'était bien Henri IV. Et de fait, on a trouvé de l'ADN et sur la tête, on l'a fait examiner et on retrouvait l'ADN des Bourbons. Donc c'était vraiment la tête d'Henri IV et il pouvait en réclamer le prix qu'il en voulait en quelque sorte. Voilà. Alors avec ça, bien sûr, on peut faire des enfants à la carte. C'est facile à trouver, mais il y a des choses extraordinaires. À partir de votre ADN, on est capable de vous faire un portrait robot de votre enfant. On va vous dire, voilà la tête de votre gosse, voilà comment il va naître. Vous voyez ? Alors c'est assez étonnant. La chose la plus incroyable, c'est la parthénogénèse. Il y a des animaux qui se reproduisent par parthénogénèse, ça veut dire qu'ils se reproduisent eux-mêmes, sans qu'il y ait une intervention du mâle. Alors, c'est le cas, par exemple, des abeilles, de certaines salamandres, mais du varan de Komodo. Enfin, il y a un certain nombre d'espèces qui se reproduisent eux-mêmes. Ils sont ni hommes ni femmes, ils se reproduisent eux-mêmes. Ils s'auto-fécondent. Nous avons 46 chromosomes, mais 46 chromosomes, la moitié vient de papa, la moitié vient de maman. Bon, donc nos spermatozoïdes et nos ovules pour ces dames ont 46 chromosomes. Vous êtes bien d'accord que 46 plus 46, il n'y a pas les 46 de l'enfant qui va venir au monde. Il faut que chaque spermatozoïde et chaque ovule évacue la moitié de son potentiel génétique. Vous êtes bien d'accord, vous comprenez ou pas? Tout le monde comprend? Bon, alors il évacue son potentiel génétique sous forme d'un petit globule qu'on appelle le globule polaire. Eh bien, on a eu l'idée de féconder un ovule avec le globule polaire, qui lui-même avait 26 chromosomes, plus les 26 chromosomes, on se retrouvait, 23 chromosomes plus 23 chromosomes, on arrivait à 46 chromosomes. C'est des trucs de dingue, hein, bon. Alors, des choses comme ça, il y en a quantité, il y en a là-dedans, Ces deux livres sont complètement différents. Si vous voulez vous intéresser, vous y retrouverez le fil porteur, si je puis dire, hein, l'esprit général. Alors maintenant, je vais pas aller au-delà, sinon on irait trop loin, mais la médecine régénérative, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser et probablement tous les gens qui sont ici y auront un jour recours. Par exemple, on est en train de cette maladie terrible qu'est la dégénérescence maculaire, DMLA, eh bien, on est en train de trouver le traitement de cela. Mais ne nous emballons pas, c'est toujours ça, il faut faire attention, parce que Debré, l'ancien ministre, Jean-Louis Debré, je crois, il s'appelle l'urologue, il est un peu comme Alexandre, il prend sa vessie comme urologue, il prend sa vessie pour une lanterne. Hein. Et alors il a écrit un bouquin, c'est la revanche de Satan. Vous voyez, c'est comme ça, on est... Bon, la revanche de Satan, alors il y inclut dedans, bien sûr, les cellules souches, et il dit bientôt chacun aura chez lui
une petite armoire avec des cellules souches de son foie, de sa peau, de son cerveau, etc. Je crois que Debré rêve un petit peu. Je l'estime, mais je crois qu'il rêve un peu. Alors après les biotechnologies, je ne peux pas aller plus loin. Je pourrais aller plus loin, mais je ne vais pas aller plus loin. Passons à la génétique. Donc, la génétique, ça, vous êtes à la pointe du transhumanisme. Vous êtes au fer de lance du transhumanisme avec la génétique. Alors, nous avons 25 000 gènes. Comme je vous l'ai dit, ils sont sur les chromosomes. C'est un ensemble d'acides aminés ATGC, comme je vous ai expliqué. Les chromosomes, ce sont des filaments qui sont dans les noyaux de nos cellules, soit en forme de X, ou en forme de point, ou en forme d'un... Bon. Et ce qui différencie l'homme de la femme, c'est qu'il y a 2 chromosomes qu'on appelle les chromosomes sexuels. Et chez l'homme, il a une forme de Y, et chez la femme, il a une forme de X. Ce qui fait que c'est impossible. En fait, si on supprime un chromosome d'un homme, il meurt. C'est létal, comme on dit en médecine. Si on veut enlever, si on veut enlever un chromosome, la personne, elle meurt. Donc, ceux qui veulent être homosexuels, ils peuvent être homosexuels, mais c'est une pratique. Ils ne seront jamais vraiment avec celui qui va être une femme. Il n'aura jamais XX. C'est impossible. Il a un sexe génétique, il ne pourra jamais le démentir. C'est impossible. Pareil pour les transsexuels. Les transsexuels, c'est pareil. Le résultat, ces gens ce sont des malheureux, on les condamne à mort quand on fait ça, parce qu'il y a une lutte entre leur sexe personnel X ou Y et la transformation qu'on en a fait. Et cette lutte, ils n'arrivent pas à la surmonter intellectuellement et psychologiquement, et ils finissent par se suicider. Ils ont une espérance de vie qui va à 52 ans, point final. Alors, les médecins qui font ça commencent un peu à s'inquiéter avec le recul. Ils disent « Oh là là, nous qui font les changements de sexe, oh là là, où est-ce qu'on s'en va ?» Là, on met des gens dont on va raccourcir délibérément la vie de plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'en tant que médecin, on a le droit de faire ça? Est-ce qu'un médecin a le droit de faire une opération qui délibérément et sans raison particulière va changer le sexe d'une personne qui fera que ça abrégera la vie? C'est les médecins de la mort. C'est les médecins de la mort, ni plus ni moins. Hitler faisait des choses comme ça. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, je vous en prie. On ne peut pas les détruire. La destruction, vous allez comprendre plus ça après, par l'ADN. Si vous voulez, l'ADN, c'est ce long filament-là, on arrive à déterminer certaines parties. Et vous allez faire attention à ce que je dis parce que ça donne la réponse à votre question. On s'est dit comment on pourrait changer les gènes, comment pourrait-on enlever le gène de la myopathie à mon petit-fils pour qu'il ne meure pas? Bon, c'est une question très pratique. Pourrait-on enlever le gène du diabète, d'une maladie congénitale? Vous voyez, quand on voit, la trisomie, c'est un morceau de chromosome en plus, pas en moins, mais en plus. Bon. Alors, on peut avoir des délétions, des petits écartements, mais enlever un chromosome entraîne la mort. Alors ça, c'est une des grandes découvertes du siècle récent. Il y a 2 jeunes femmes, il y a une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier et une Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna, qui travaillait en Suède à l'université d'Ouméa. Je ne sais pas où c'est, bon, je sais à peine où est la Suède. Et cette femme ont réussi à modifier
des gènes. Alors, ces gènes sont formés d'ADN, ces espèces de boules, des boules, notre fuseau d'ADN s'enroule, et ça forme plutôt des zones un petit peu plus épaisses, un petit peu plus grandes. Bon. Et un petit peu plus denses, si vous voulez. Et elles ont trouvé un véritable ciseau à gènes, un canif suisse, un couteau suisse, vous voyez. Avec ça, on peut prendre un morceau d'ADN, le mettre ailleurs, supprimer un gène, le transformer, etc. Mais alors tout le monde a dit, mais ça c'est extraordinaire. Moi le premier, je me suis dit, on va peut-être guérir mon petit-fils. Et Jennifer Doudna a dit, oh là là, ne nous emballons pas. Parce que le fait d'enlever un gène, il y en a 25 000 chez l'homme, ou 23 000. Bon, le fait d'enlever un gène a des répercussions sur le reste du génome. Donc, si rien que le fait d'enlever un gène a des répercussions sur l'ensemble du génome, s'il y a sur un chromosome, s'il y a 200 gènes ou 300 gènes, c'est la mort immédiatement, pour répondre à la question qui était d'ailleurs très, très intéressante. Alors ça s'appelle les CRISPR, les CRISPR, et c'est le nom de cette espèce de couteau-là, et il est sûr qu'on avance, mais on avance vraiment à pas de loup, tout doucement, parce qu'on ne sait pas ce que cela va faire sur l'ensemble du génome. Et ça, j'ai un ami qui est professeur de génétique, qui s'appelle Piloquet, qui est responsable de la chaire de cytogénétique à Nantes, qui m'a dit, mais en génétique, on n'est même pas au balbutiement, on ne sait pas. Et effectivement, la modification d'un gène est peut-être d'un seul gène. Celui d'une maladie précise peut entraîner la mort cellulaire. Vous voyez? Et ensuite, ça met par terre il avait terminé la discussion que j'avais avec lui. Et puis, tu sais, il m'a dit, avec l'épigénèse, eh bien, on mettra des décennies avant de comprendre le génome. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épigénèse? Je vais vous expliquer. Dans le système de Darwin, on voit le noyau avec la transmission génétique. Et dans la cellule, tout autour, alors vous avez le noyau au milieu, puis tout autour, c'est comme si vous disiez une prune, au milieu il y a le noyau, puis tout autour, il y a le fruit. Eh bien, dans la nature, c'est comme ça. Et on s'est aperçu que tout autour, à l'intérieur de la membrane de notre fruit, si je puis m'exprimer comme ça, eh bien, il y avait de l'ADN. Et cet ADN, on l'avait qualifié d'ADN poubelle. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est des résidus de virus, c'est des résidus de... Oh, peut-être d'autres cellules ou de bactéries, de microbes. Et on ne s'en occupait pas. Jusqu'au moment où on a commencé à s'en occuper. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des centres qui émettaient des messages. Et quand on émet des messages, c'est selon un langage. Et ce langage, on ne le connaît pas. D'où la réflexion de Piloquet disant on mettra des décennies. Alors, cet ADN maintenant, mais c'est tout récent, hein, ça date d'1 an, ça, j'ai vu des choses qui datent d'1 an. L'épigénèse s'est formée d'ADN qui donne des informations, mais le gros avantage par rapport au génome que l'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est que l'épigénèse dépend
des conditions dans lesquelles on se trouve, ou de ce que l'on a fait pour nous retrouver dans les conditions où on se trouve. Ce qui veut dire que l'épigénèse dépend de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de ce que vous mangez, de ce que vous éprouvez. Et ça, avant de comprendre ça, il se passera effectivement des décennies. Mais moi, je rends... celui qui a découvert ça, il s'appelle Joël de Rosnay, R-O-S-N-A-Y. Et personne, jusqu'à maintenant, n'a dit qu'il s'était trompé. Et on retombe assez bien sur nos pieds parce qu'il donne des conseils, notamment en matière de nutrition. Il dit que le stress, par exemple, et ça se savait depuis très longtemps, le stress peut amener des maladies. Donc il faut éviter de se stresser. Et pour se déstresser, il faut aller se promener dans la nature, tout simplement. C'est très simple. Il faut aller se promener dans un bois, ou près de la mer, ou quelque chose comme ça. Alors il va jusqu'à donner des conseils d'alimentation en disant, effectivement, il faut plutôt prendre des choses naturelles. On est un peu dans le courant général du bio, en quelque sorte. Mais il y avait déjà des gars qui avaient remarqué qu'il y avait une relation, par exemple, entre un gros traumatisme psychologique et le cancer du sein. On a même donné une date en disant, après un traumatisme, le cancer du sein apparaît au bout de 2 ans. Pourquoi ce délai? Parce que avant que vous sentez une tumeur dans le sein ou qu'on sent une tumeur dans le sein, eh bien, ça commence par une cellule qui se dérègle, puis qui se dédouble ou qui ne se dédouble pas, hein, et puis qui se dédouble, puis il y a 4 cellules, etc. Et ça met 2 ans avant qu'on dise « tiens, j'ai une boule dans le sein ». Alors, ce n'est pas une notion qui est méconnue, elle est déjà très, très ancienne, et on a toujours souligné l'influence notamment de l'alimentation sur la multiplication des cancers, parce qu'il y a de plus en plus de cancers actuellement. C'est absolument faramineux. La progression des cancers, des leucémies, toutes ces maladies-là est absolument considérable. Et c'est dû à la manière c'est dû à la société de consommation. C'est dû à la société de consommation où il faut toujours plus, ou toujours au mode de vie en quelque sorte. Alors je voudrais vous donner quand même une information qui me semble très très importante. C'est que ces gens, quand ils veulent se mettre à la place de Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent créer. Et qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont, avant de créer un homme, c'est difficile, ils vont essayer de créer des micro-organismes. Et il y a un dénommé Craig Venter, c'est un Américain qui a ouvert une boîte de génétique, synthétique génomique, et il a pris, comment dirais-je, un microbe qui s'appelle Mycoplasma genitalis, qui vit dans les voies génitales de la femme, et il a séquencé l'ADN. Donc, il l'a détricoté. Vous voyez, il a détricoté chaque acide aminé de l'ADN. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais avec l'informatique, ça va beaucoup plus facilement, parce que si on vous demande la recherche de la leucémie ou tel type de leucémie, ça prend maintenant 48 heures ou 3 jours au maximum. Il l'a détricoté et il a décidé de le transformer un peu. Et il a retricoté, il a refait des chromosomes, et il a créé une espèce humaine, en l'occurrence un autre microbe qu'il a appelé Cynthia, ça veut dire le microbe synthétique. Inutile de vous dire que ce microbe synthétique est dans une armoire fermée à triple tour, parce que si on le laisse dans la nature, on ne sait pas très bien s'il ne va pas bouleverser et détruire l'écosystème. Hein? Et d'ailleurs, un des grands transhumanistes, qui s'appelle Borgenstrom, qui est à l'université de futurologie à Oxford, à l'université d'Oxford, dit que le monde
l'humanité a une chance sur deux d'être détruit par un de ces êtres qu'il aura créé par lui-même. Une chance sur deux. Vous voyez, alors on est très prudent. Alors le but, c'est d'arriver à l'enfant parfait, mais ça a déjà été fait. À l'enfant parfait, c'est une famille américaine qui s'appelle Lévy, et ils ont, lors du prélèvement des ovules, on a pris une quinzaine d'ovules, on les a fécondés, on a étudié chacun de ces embryons, et on en a trouvé 3 qui étaient absolument parfaits. On n'a pas trouvé ni diabète, ni tendance à l'infarctus, ni rien du tout. Et on a essayé de les implanter. Le premier, ça n'a pas marché, le deuxième non plus, mais le troisième, ça a marché. Alors on a eu un petit Connor, CO2NOR, Lévy, qui est un enfant parfait. Le seul problème, c'est qu'il est comme tout le monde et qu'il attrape des angines comme tout le monde, comme tous ses copains. Voilà. Donc, il faut toujours voir l'opposé des choses. Alors, vous pensez bien que si le génome est si fragile, le fer de lance des transhumanistes se ramollit déjà très sérieusement. Alors, effectivement, on a été très loin parce que on a été jusque mettre des acides aminés supplémentaires et on a affaire à ce moment-là à ce qu'on appelle des mutants, c'est-à-dire des animaux monstrueux en quelque sorte. Ça s'appelle des mutants parfaits et on crée actuellement des nouvelles espèces et, à mon avis, de manière très imprudente. Parce qu'il y a chaque année à Boston un concours Lépine de la génétique. Alors chacun amène sa petite découverte. Alors on fait du fromage avec des bactéries, on fait une éponge nettoyeuse des océans, on crée des embryons luminescents. C'est un concours Lépine, c'est tout à fait ça. Et effectivement, les Français gagnent très fréquemment ça, mais ça me semble, personnellement, très dangereux. Enfin, je pense que ça me semble très difficile à gérer. La question de l'immortalité m'a été fortement éclairée par une controverse qui est née dans le quotidien du médecin, auquel je suis toujours abonné, bien qu'étant à la retraite depuis très longtemps. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez notre ami Laurent Alexandre, qui dit l'enfant qui est né hier vivra 1000 ans. Bon. Donc il sera quasiment immortel. Il y a un petit monsieur qui a levé le doigt qui s'appelle Monsieur Toussaint François. Alors je lis parce que c'est spécial. Dirigeant de la chaire de physiologie de l'université Descartes, et il préside, dans le cadre de l'Institut Descartes, qui est la meilleure université française, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie, abrégé IRMES. Bon. Et il a, entre autres, le rôle de déterminer ce que vont devenir les hommes. C'est un peu de la futurologie. Et il a établi que nous sommes créés de telle manière que nous ne pouvons pas aller au-delà de 120 ans. C'est écrit dans la Bible, tel quel. Hein, la phrase de la Bible, Yahvé dit « Que mon esprit ne soit pas indéfiniment humilié dans l'homme, puisqu'il est chair. » C'est H-A-I-R. Sa vie ne sera que de 120 ans. C'est écrit dans la Bible. Et ce monsieur Toussaint, il dit, ben oui, on ne peut pas aller au-delà de 120 ans. On ne sait pas s'il croit en Dieu ou à la Bible, mais il dit ça. Du coup, Laurent Alexandre
se réveille, me dit qu'est-ce que c'est que cet animal qui raconte ça, mais il raisonne comme ceux qui disaient que les voitures ne dépasseraient jamais 30 à l'heure, et maintenant les voitures vont aux 300 ou aux 400 à l'heure. Il vit au temps de la marine à voile, comme avait dit De Gaulle. Alors, l'autre il a dit l'étude de l'IRMES est aussi pertinente que l'était celle qui pronostiquait en 1830 que la vitesse de la mobilité sur Terre ne dépasserait jamais 70 km à l'heure. Bon. Et il disait, au Moyen-Âge, les gens pensaient que les gens ne pouvaient pas vivre au-delà de 30 ans. Ce qui est absolument faux, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de savants, comme le théologien Raymond Lull, qui est mort martyr à 82 ans, donc après avoir écrit énormément de choses. Bon, fausse information. Au Moyen-Âge, c'est le genre de mauvaise information qu'on donne en permanence sur le Moyen-Âge, sur l'Inquisition, etc. Tout ça, c'est fait exprès pour détruire le christianisme. Ne nous faisons pas d'illusions. Hein. Et l'autre a répondu tout ça, lui a dit, alors il a traité tout ça d'intégriste, et puis l'autre lui a répondu simplement, ce monsieur Alexandre n'est pas connu dans les milieux scientifiques, il n'a jamais fait aucune publication, et on se demande au nom de quoi il se permet de dire ce qu'il dit, à savoir que l'homme vivra éternellement. Il a répondu ça très, 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 très directement, et mon article est passé d'ailleurs sur plusieurs sites, parce que c'était assez amusant. Parce que cet Alexandre, il a écrit un livre qui s'appelle « La mort de la mort ». C'est clair, ça veut dire si on tue la mort, ça veut dire qu'on ne meurt plus. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est là où il a été accroché. Ça a été un best-seller, hein, et puis c'est là où il a été accroché. Je suis peut-être un peu long, Hubert? Ah, on fait une pause, d'accord, oui. Je peux aller plus vite, hein? Oui, qu'on veut en garder pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Bon. Voilà. Bon, ah bah très bien, mais je veux bien revenir. Hein, oui. Ce que nous souhaiterions, oui. Voilà, oui, c'est un petit peu spontanément. Ça va, j'ai pas besoin de micro. Tout le monde entend. Oui. Simplement, il y a vraiment matière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le cerveau, il y a le monde des robots. Tout ça, ça se trouve dans les cahiers Saint-Raphaël qui sont à l'entrée. S'il y a un sujet qui vous intéresse, vous voyez celui-ci, c'est celui sur le transhumanisme. Hein. Non, c'est ça. Bon, c'est celui sur le piège des écrans. C'est sur les écrans. Ça, c'est très, très important. Vous savez ça, il faut lutter contre ça. Nous, moi, je n'ai pas la télévision. Mes enfants ont été élevés sans télévision. Ils sont brillantissimes. Ils ont des postes dans la société. J'ai 2 docteurs déjà, hein, docteur en histoire et en philo. Alors, vous voyez, bon. Et la télévision, je résume ça par ce qu'on appelle le projet Flynn. Flynn est un Américain qui a remarqué que chaque génération était plus intelligente que celle qui l'a précédée. C'est-à-dire que mes parents avaient un quotient intellectuel. C'est le quotient intellectuel qui a été décrit il y a une centaine d'années par Binet. Et Binet, c'est le gars qui a défini, arrondi maintenant, on casse le thermomètre, on va arrêter ça parce que le thermomètre n'est pas bon, il ne monte pas dans le bon sens. Bon, alors, donc, Binet a dit, chaque génération s'améliore au point de vue quotient intellectuel, sauf depuis 1970, généralisation de la télévision. Et depuis, avec les écrans, on voit le quotient intellectuel diminuer. Et il diminue pas peu. Il suffit de voir qu'on a supprimé l'histoire, la géographie, etc. Et on a tout compris, rien que ça. Il a diminué de 12 points depuis 1970. 12 points sur 100. 12 points sur 100. Ça veut dire que la société moderne engendre des abrutis. Bon. La première chose que l'on peut faire pour lutter contre le transhumanisme,
c'est de passer sa télévision par la fenêtre. C'est la première chose. Et ce monsieur Flynn, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est dû au fait que les gens ne lisent plus. Ils sont passifs devant la télévision et ils ne lisent plus. Alors la première chose que vous pouvez faire contre le transhumanisme, c'est de lire. Et vous pouvez tous le faire. Voilà. Bon. Alors, je reviendrai, je vais être obligé de revenir. Est-ce que vous êtes d'accord, on peut applaudir notre ami